Bienvenue dans Eat, entrepreneur à table. Aujourd'hui, je prépare un burger de bœuf Wagyu suisse très spécial car le défi c'est d'avoir le burger le plus sobre mais le plus noble possible, c'est-à-dire sans sauce, ni fromage, ni salade. Et je vais le faire déguster à un entrepreneur qui s'y connaît particulièrement bien en burger car il a cofondé l'enseigne spécialisée Green Van Company. Alexandre Bonvin s'est depuis investi dans le e-commerce en fondant sa propre holding Audacia, dont il a même tokenisé le capital action. Dans cet épisode, on part donc du burger bien physique jusqu'à sa potentielle traçabilité sur la blockchain, sans oublier l'étape incontournable du marketing digital. Sans plus attendre, place à la dégustation et à l'interview. Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eat, entrepreneur à table. Ce soir, je me retrouve avec Alexandre Bonvin qui sera mon invité pour tester un burger pas comme les autres. Sans plus attendre, bienvenue à toi Alexandre. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà fait une interview ensemble, mais dans tes locaux, dans ta nouvelle salle de podcast qui est bien mieux équipée qu'ici. Mais ici, on a 2-3 petits avantages. Alors au choix, je crois que je préfère ici. Donc, je mettrai évidemment tous les liens pour l'épisode et l'interview de la dernière fois. Il y avait aussi un article, histoire d'avoir le contexte. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de te faire découvrir le Swagyu, comme on l'appelle à l'interne. Je crois que tu avais même voté pour ce nom sur ma petite story personnelle. Et le but, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire un burger sans sauce, sans fromage, sans salade, vraiment le plus simple, minimaliste possible? On découvrira ça tout de suite, surtout que tu es invité en qualité de cofondateur de la Green Van Company, qui est vraiment une marque experte sur les burgers. On a commencé là-dedans dans des food trucks. Donc, ça fait maintenant depuis 2014 qu'on fait que des burgers. On s'est un peu étendu, mais on continue sur des produits d'exception, des produits locaux et spécialisés dans le burger. Donc, on verra ce que ça donne. Je t'ai vu cuisiner avant. Je peux dire déjà à l'odeur, je me réjouis. Et troisième ouverture pour Green Van. On vient d'ouvrir le troisième à Crissier, justement, avec Green Van et la Tabernacle, un food court tapas, un peu méditerranéen. Donc, vraiment à aller tester. Et avant de croquer dans ce Swagyu, est-ce que tu pourrais nous donner juste les 2-3 ingrédients du succès de Green Van? Parce que finalement, le burger, c'est du vu, du revu, du re-revu. Comment vous vous êtes différencié et vous avez lancé cette marque qui est extrêmement reconnue à l'heure actuelle? Alors, on a essayé de travailler avec des produits de qualité, en restant avec des prix raisonnables. Donc, pour moi j'adore manger, j'adore les burgers. Pour moi, un bon burger, c'est d'abord des bons produits et de la viande fraîche. La viande congelée, ça se sent tout de suite. Après, c'est aussi la variété. Puis, j'adore faire mon burger. Donc, l'idée de pouvoir aller faire ton burger, je pense que ça attire les gens. D'ailleurs, on a fait un petit poll sur Instagram pour voir si les gens venaient plutôt pour nos recettes ou plutôt pour pour pouvoir faire leur burger. Mais je pense que de pouvoir créer un burger rapidement avec des très bons ingrédients à Lausanne, c'était une pas si mauvaise recette. Puis ça a l'air de plutôt bien démarrer à Genève aussi. Donc on est content. La personnalisation, c'est très fort. Sans plus attendre, je sais qu'on en a parlé un petit peu avant de lancer la caméra. Tu ne peux attendre de tester. Ah là là. Tu vas me dire si le pari est réussi, le burger le plus neutre possible. Bon appétit. Allez, bon app. Donc on voit que si on le sert, il y a quand même bien du jus. Ah ouais. J'ai oublié de te dire que si tu veux l'ouvrir et saler un petit peu, Ah non. on a de quoi faire, mais c'est au choix. Vraiment parfait. La viande est juteuse au possible. Rosée. Oh mon Dieu. Comme quoi, on n'a pas besoin de personnaliser tant que c'est un burger. Il suffit de mettre du wagyu dedans et puis c'est bon. Ouais, alors, le goût, le gras, on le ressent. Donc, je t'ai vu cuisiner, j'ai vu que tu as utilisé le gras pour surtout sur le pain même pour les oignons. Ils sont aussi vraiment, vraiment bons. Ouais, la petite astuce, c'est tout dans le recyclage. C'est-à-dire que, vu que notre projet de Wagyu, il est centré sur la valorisation de tout l'animal, on essaie vraiment de recycler tout ce qu'on peut. Et ce burger, il a vraiment cette histoire de se dire, bon, un burger Wagyu, par définition, il va sortir énormément de gras à la cuisson. Ce qui est normal, mais ça peut aussi décourager certains clients de se dire, finalement, j'achète du gras
qui s'évadent lors de ma cuisson. Mhm. Alors on s'est dit, bon, on va demander à notre partenaire Nessie, notre partenaire boulanger-confiseur, de nous développer des burgers, enfin des buns à burger qui ont différents noms. Là, ce soir, j'ai choisi le valaisan. Il s'appelle vraiment comme ça. Le but, c'est d'avoir un pain qui n'est pas trop fort en goût parce que le wagyu, c'est fin comme goût. C'est pas prononcé comme du rassis sur os. Donc, il fallait un pain qui était assez fin et de se dire, on va venir l'imbiber pendant la cuisson pour le griller, le chauffer et surtout l'imbiber. Et c'est pareil avec les oignons. On essaie de les frire dans le gras de wagyu et finalement, comme ça donne l'impression de rien avoir perdu. Et évidemment, c'est un peu plus cher qu'un burger classique, mais pour 10 francs, tu as le pain et le burger et tu peux te faire ça à la maison. Franchement, c'est top. Non, puis l'avantage du pain, c'est aussi le gros problème. Avec Green Van, on a fait pas mal de tests. Mais c'est que soit ils sont trop secs, soit ils pompent trop le jus de la viande. Parce qu'après, avoir des burgers surcuits, c'est pas forcément. On peut le faire si les clients le demandent. Mais bon, moi, comme je t'ai dit, je les aime bien plutôt saignants. Puis le problème, c'est que le pain, il a tendance à vraiment tout pomper. Là, c'est vraiment top. Et puis le goût. C'est vraiment ce. Enfin, comme tu dis, c'est pas forcément fait pour tout le monde. D'avoir. Parce qu'on sent vraiment le gras, mais. Dans le recyclage ultime, je vais même rechercher ce qui est tombé. On va aller saucer On va saucer. le burger. Très intéressant que tu y parlais de surgélation avant ou de congélation. Parce que, comme tu le sais, tu l'avais su un peu en avant-première, on travaille avec l'azote liquide D'ailleurs, pour j'ai faire essayé. de la cryogénisation. J'ai essayé des produits que tu m'avais envoyés qui étaient congelés, puis je dois dire la qualité est top. C'est vraiment la grosse différence au niveau cellulaire, on vient figer le produit et normalement il ne bouge pas. Donc les pains, ils ont été surgelés parce que nous on a une boucherie, on n'est pas une boulangerie, donc on ne peut pas se permettre de partir en mode too good to go avec tout notre stock de pain tous les soirs, vu que ce n'est pas le business model de base. Donc on surgèle les pains, mais notre artisan partenaire a fait un magnifique travail parce que c'est des pains qui ne bougent pas, congelés ou pas, ils ne bougent pas. Et les steaks hachés ont été cryogénisés. Normalement, ça sèche. Ouais. Alors, ceux-là ont été cryogénisés. Les burgers, ouais. Voilà. La viande hachée. Tu ne vois pas parce que normalement, la viande qui a été congelée, elle noircit. Et puis là, alors, elle est encore saignante, elle a gardé le jus. J'aurais jamais parié que, que ce que je mangeais avait été congelé. Ah, tu m'as bien eu sur celui-là. En fait, c'est vraiment une question pratique. C'est une viande qui est très délicate. Plus c'est riche en gras, plus c'est sensible à l'oxydation. Et nous, en général, avec mon père, on se prend un dimanche quand on a une nouvelle bête. Et pendant un dimanche, on fait 100, 120 kilos de burgers. On fait que ça. Et ça part en surgélation directe pour assurer une safety aussi au niveau sanitaire. Ce qui permet de l'avoir rosé et de dormir sur nos deux oreilles, sachant qu'il n'y a rien d'autre. C'est pure viande wagyu, point barre. Rien d'autre. Et tu peux la garder comme ça au congélateur? Disons on surgèle à moins 100 environ avec la cryogénisation et ensuite ça se stocke à moins 18, moins 20 comme d'habitude. Ok. Oh, punaise. Franchement, je recommande. Mais ça, tu m'as donné faim là depuis tout à l'heure quand tu faisais griller cette viande et ça valait la peine d'attendre ces quelques minutes. Ouais. Tu as été plus rapide que moi. Je suis un gros mangeur, je mange assez rapidement. Prends ton temps. Mais oui, la cryogénisation, c'est vraiment quelque chose qui trompe les clients parce qu'à la fin du menu Wagyu dont on a parlé là, sur les 5 textures pour venir découvrir à la table, quand on leur annonce qu'ils ont mangé du cryogénisé, ils pensaient que c'était du frais. Alors qu'en réalité, ce ne serait pas possible pour des questions pratiques de production. Parce qu'entre le burger et l'entrecôte, il y a à peu près 3 semaines de maturation de différence. Ouais. Ils ne peuvent pas être frais au même stade. Non. Ou alors tu prends 2 bêtes. Ou mais on vient saucer encore pour finir. Non, mais je dois dire qu'on ne voit pas la fin. Je vais venir une fois, la prochaine fois prochain dimanche où tu fais le truc, je vais le goûter en sortant de la bête là. Comment il est encore saignant pour voir s'il y a une différence. Mais je suis. Non, puis ça garde le jus. Enfin, c'est rien à dire. Franchement. Et niveau satiété, ça va vite. Ah oui. Ah, il a l'air tout petit, mais il cale juste ce qu'il faut.
Et tu m'avais dit, je voulais te demander, quel entrepreneur à la table la prochaine fois, tu veux m'envoyer quelqu'un? Je vais t'envoyer plein de monde. Non, mais franchement, il faut absolument que Javier et mon associé dans Green Van viennent goûter ça. Puis viennent un peu te parler aussi un peu plus de la viande et puis de ses burgers. Je pense il va être surpris. Je vais pas lui en amener comme ça. Il aura la surprise ici, cuisiné par toi. Et non, faut vraiment que Javier vienne goûter ça. Il faut savoir que je ne suis pas boucher ni cuisinier de métier, donc ma méthode est un peu aléatoire, mais ça marche. Et puis c'est très simple. Une seule poêle, t'as rien sali d'autre. À part le plan de travail qui est inondé. Qui est inondé de gras. Ouais. Mais sinon, ouais, parce que ton background n'est pas du tout dans la boucherie, alors que business familial. Oui, on en parlera, mais de base, j'ai toujours été proche de ces industries, proche de la ferme familiale, proche de l'industrie de bouche, parce que j'ai toujours été avec un pied dedans. Mais d'un point de vue développement de compétences, pas du tout. Ouais. Et maintenant, j'y reviens, surtout depuis le Covid où j'ai été très opérationnel. Et l'hypothèse que je suis en train de tester, tu peux me dire ce que tu en penses, c'est que pour vraiment innover et vraiment mettre en avant un métier, j'ai l'impression qu'il faut quand même faire une immersion profonde, comprendre vraiment les détails, les nuances, tout ce qu'on parle d'un point de vue métier. Sans ça, je ne suis pas sûr que je puisse être un bon marketeur. Non, je suis 100% d'accord et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de gens avec tout ce qu'on a, les réseaux sociaux ou autres. On ne va plus assez dans les détails, on ne va plus assez dans le fond du métier. Mais on voit la différence, surtout nous dans tout ce qui est digital marketing. Pour avoir une bonne campagne de pub, il faut vraiment aller à fond dans les détails, passer des heures dessus, comprendre qu'est-ce qui marche pas, faire de l'A/B testing. Je pense que tu as dû en cryogéniser des tonnes de viande avant, avant que ça fonctionne. Mais si tu ne comprends pas ton produit et que tu n'aimes pas ton produit et que tu ne comprends pas tes campagnes, ça ne marchera pas. Après, tu peux ne pas forcément utiliser ton produit, mais il faut en tout cas avoir un certain respect pour celui-là. Pour faire, à mon avis, pour faire du marketing. Je pense que c'est difficile de vendre un produit que tu n'aimes pas. Et puis d'un point de vue aussi innovation, j'avais fait 2-3 recherches pour ma thèse de bachelor, par exemple, de tout ce qui était littérature sur les entreprises familiales, qui sont, on ne dirait pas comme ça, mais elles sont majoritaires dans le monde. Ouais. Si on définit l'entreprise familiale comme majoritairement détenue par une famille, même si c'est un seul membre de cette famille, il y avait vraiment ce concept d'innovation par la tradition. En fait, il faut respecter la tradition, la comprendre et ensuite seulement on peut se permettre de vouloir bousculer les choses. Sinon, il y a une rupture et on perd la fondation. Je pense que c'est assez vrai. Enfin, ce qui fait vivre l'économie mondiale, c'est vraiment les PME, surtout en Suisse. On a de la chance d'avoir un incroyable bassin de PME locales qui la plupart se transmettent de génération en génération. Il y en a énormément qui ont su rencontrer énormément d'entrepreneurs et puis des familles d'entrepreneurs qui ont su se réinventer à travers les années, des 5e, 6e, 7e générations, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont les premiers dans leur famille. Mais si on regarde, il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc je pense que l'éducation fait énormément. Et bon, moi je suis dans l'e-commerce alors que ma famille est plutôt dans l'immobilier. Je dirais le point commun, c'est vraiment l'investissement. Soit l'investissement dans des sociétés d'e-commerce, dans de l'immobilier ou dans des sociétés immobilières. Et je pense que c'est vraiment ce qui me rattache à mon père. Et comme tu le dis, si on ne respecte pas ça, il y a une rupture. Et bon, on voit que la plupart des sociétés aussi ne tiennent pas, font faillite assez rapidement. Donc il y a des gens qui ont des idées, qui de nouveau connaissent peut-être pas forcément leurs produits, veulent gagner de l'argent rapidement sans avoir vraiment une idée pérenne. On parle beaucoup de start-up. Là, on a eu des années fastes pour beaucoup de start-up, mais il y en a, ça fait 10 ans, elles continuent de perdre de l'argent. Comme je te disais, j'ai fait ma thèse de bachelor sur les entreprises familiales, plus précisément leur processus de digitalisation, parce qu'il y avait un gros trou dans la littérature à ce niveau. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu as ce background familial, mais tu en es un petit peu sorti. Comme tu disais, distinction immobilier et e-commerce, ça reste de l'investissement derrière. Mais la théorie a cette hypothèse
que les entreprises familiales sont meilleures pour convertir les ressources, sont meilleures dans la conversion. Ils ont peut-être un peu moins de ressources à la base, mais ils ont un meilleur output au final en termes d'innovation et de digitalisation. Qu'est-ce que tu en penses? Ça se vérifie dans ton background Non, je pense que c'est vrai. Après, j'ai pas beaucoup lu là-dessus. J'ai pas les données, mais à mon avis, quand c'est ton argent, quand tu commences avec rien, tu apprends à faire avec peu. On le voit avec Greenvan, on a commencé avec un food truck. Je veux dire, on a jamais dû réinvestir dedans. On a pu grandir. Ravière est vraiment proche de ses sous. Et pourtant, ça nous permet chaque année de pouvoir grandir. On fait beaucoup avec peu. Euh, Quand je discute avec les entrepreneurs, c'est souvent ça. Le problème des fonds de private equity, quand ils rachètent des boîtes, ils ont beaucoup d'argent, c'est pas leur métier, c'est pas leur argent. Donc, ok, c'est bien beau d'avoir un tableur Excel. Je veux dire, t'as fait Saint-Gall, on a les deux plutôt un background là-dedans, mais on se retrouve avec les mains dans le cambouis, on va dire. Euh, je pense que ça fait beaucoup plus mal quand c'est ton argent de perdre 10 balles, et surtout quand tu te rends compte que tu as des ressources qui sont finies. Euh, donc quand tu commences comme ça, c'est quelque chose que tu gardes à vie. Que tu aies 5 francs sur ton compte ou 50 millions, je pense que ce sera toujours la même chose. Après, c'est clair, tu feras des investissements et des dépenses qui sont de plus en plus grandes, mais un franc restera un franc. Et j'ai pas de preuves de données pour le prouver, mais je pense que ça doit être la raison principale. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à mon background, quand je vois ce qu'a fait mon père, ou quand je vois les fondateurs des sociétés que je rachète. Pour eux, ben, j'en ai qui continuent de travailler avec moi. Puis surtout des entrepreneurs qui sont à la tête de mes boîtes, ils ont tous eu leur société. Puis pour eux, vraiment, un franc, c'est un franc. Et c'est pas le manager qui sort d'une grande école. J'ai rien contre les grandes écoles, j'ai rien contre les multinationales. On a besoin de ce genre de boîte. C'est clair qu'à partir d'une certaine taille, ben, on fait des économies d'échelle d'un côté, mais il y a aussi de l'inefficience de l'autre. Euh, Quand on est une plus petite boîte, ben, on fait moins d'économies d'échelle, donc il faut être beaucoup plus efficient. Ouais, super réponse, merci pour tout le contexte. Et justement, je voulais venir à tes activités actuelles. Tu es très investi dans le e-commerce, littéralement, aussi bien d'un point de vue apprentissage que d'un point de vue déploiement de capital, avec ta holding Audacia. Et je sais que tu as une citation qui me plaît particulièrement. Tu dis, le e-commerce ne remplacera pas le commerce physique, mais il va le forcer à se réinventer. J'aimerais Exact. bien que tu me partages un petit peu cette vision et on verra si on finit sur le digital. Exact. Ben, il y a un article là, dans le 20 minutes qui est sorti il y a quelques jours et je pense que beaucoup de personnes le voient. Euh, les ventes e-commerce baissent par rapport au pic 2020-2021. Si on prend à avril 2020, on a eu le début de la pandémie. Ben, tous les magasins étaient fermés, donc tout le monde devait acheter tout online. Ensuite, on a eu différentes incentives et aides de l'État qui font que les gens ont acheté. Il y a une petite baisse dans tous les secteurs, je crois, à part dans la restauration où les gens se sont vraiment habitués à moins aller au restaurant ou en tout cas à moins cuisiner. Euh, Moi, j'aime faire mon shopping online. Pourquoi? Parce que je vois, il y a mes tailles, on me les livre à la maison, je connais mes choses, puis voilà. Par contre, c'est toujours intéressant d'aller dans un shopping center ou typiquement d'ici, d'aller voir les produits. Donc, du moment qu'on a une expérience, je pense que les gens vont continuer de sortir. Euh, on part du travail, on n'a pas envie de rentrer directement chez soi, on va faire un peu les boutiques. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires. Par contre, je pense que les magasins doivent se réinventer car ils doivent fournir une expérience et après pouvoir potentiellement livrer les produits à la maison et faire que le client puisse repartir les mains libres et pouvoir continuer sa journée. Euh, à mon avis, le fait de proposer ça, ça va motiver le client aussi à acheter plus. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément en stock, si ça permet d'avoir un stock plus réduit sur place et puis d'avoir des gros warehouses. À mon avis, au niveau logistique, c'est aussi plus simple. Mais je pense que les gens vont de moins en moins aller aussi dans les magasins pour tout ce qui est fast fashion ou autre, où les choses changent très vite. On a les mentalités qui changent. L'écologie devient de plus en plus important. Je trouve que c'est plutôt bien. Mais le fait de, le fait d'aller tout le monde aime aller dans un magasin et avoir une expérience sociale. Tout le monde aime aller au restaurant. Alors qu'on peut cuisiner à la maison, ben, on va quand même au restaurant. Mais qu'est-ce qui se passe au restaurant? Ben,
Ok, tu vas manger peut-être un peu mieux, tu auras un bon service, tu auras des produits que tu ne pourras pas forcément avoir à la maison et tu vois du monde. Donc, l'être humain est très social de nature. Donc, tu ne peux pas être juste derrière ton écran d'ordinateur et juste commander ta bouffe, commander tes habits, tout commander et puis même ne pas aller au bureau et puis que travailler depuis chez toi. Certaines personnes le feront, mais je pense que la majorité ne le fera pas. C'est pour ça que, aussi pour tout ce qui est niveau travail, mon humble avis, mais après, de nouveau, j'ai pas la science infuse, euh, on va arriver sur un système hybride. On est plus efficace quelques jours à la maison, mais il faut quand même aller au travail pour avoir toutes ces interactions sociales. Ouais, tu mets le doigt sur quelque chose de très important dont on a déjà discuté, c'est la logistique. Et je me suis vraiment mis en immersion dans cette question parce que pour la nourriture de surcroît, de la nourriture surgelée ou cryogénisée, ça devient compliqué. Ouais. Et ce que j'ai découvert avec, évidemment, j'ai beaucoup moins de données que toi, mais en général, l'équation logistique en Suisse, elle est très compliquée au niveau maths. Parce qu'en fait, tout coûte tellement cher sur le chemin que si tu prends le consommateur moyen et que tu enlèves cette partie de l'économie finalement domestique, où il fait ses courses lui-même, qui n'est pas compté dans le PIB, tu soumets ces activités de l'économie domestique aux forces de marché, l'équation, elle casse quelque part. Soit le commerçant, il doit vraiment sacrifier beaucoup de sa marge pour espérer aller chez le client, soit le client, qui est, on va dire, le client plutôt aisé, met de l'argent sur la table pour se faciliter la vie. Nous, on a de la chance dans des industries de nourriture, ils sont d'accord quand même de contribuer un petit peu, ce qui n'est pas forcément le cas de la restauration rapide où ça devient vite cher, 10 francs de livraison sur une pizza à 20 francs. Ah, mais on le voit. Tu poseras la question à Ravia sur Uber Eats et Smooth. Les commissions sont extrêmement élevées pour le restaurateur. Et après, toi, tu as de la chance, tu as vraiment des bons produits, des produits nobles. Euh, donc, ta clientèle comprend que pour avoir un bon produit euh, livré à la maison, tu ne peux pas l'envoyer par la poste. C'est difficile. Pas impossible, mais difficile. Et, ouais. Tu es déjà en train de travailler sur deux, trois solutions ou... Oui, je travaille sur des solutions. Bah, on a de la chance sur Lausanne même, on est desservi par Vélocité, ce qui est pour nous une super prestation parce qu'ils ont l'agilité du vélo et en plus, c'est écologique. Donc ça, super. Bravo à Vélocité pour leur prestation. On adore. Le problème, c'est que si tu sors de cette zone de chalandise, ça devient très compliqué parce qu'il faut pouvoir assurer du froid positif, du froid négatif et la réception. Par exemple, tu sais que je fais des packs de Wagyu 5 kg, tu n'as pas envie de laisser ton pack de Wagyu derrière la porte. Et ça devient compliqué. Donc, de mon humble avis, il faut vraiment être en partenariat avec la clientèle et se dire, c'est un achat spécial, j'achète mes 5 kg de Wagyu, je suis prêt à faire l'effort, peut-être de payer un petit peu ou en tout cas de me rendre disponible le jour où la tournée a lieu. Et vu faut pas oublier que c'est un coût aussi d'aller en ville. Enfin, un coût en temps, un coût en énergie. Tu dois prendre ta voiture, tu dois aller te parquer. L'essence coûte cher. Si maintenant tu arrives à faire un circuit, déjà écologiquement c'est mieux. Et de deux, tu rationalises les coûts. C'est clair, on a essayé pendant le Covid, j'ai fait un petit prototype à Chailly, justement avec tous les artisans de la place. On a appelé ça Chailly Food, site WordPress en un après-midi. Trop beau. C'était super pour les clients plutôt âgés. Ils téléphonaient dans chacun de leurs commerces et ils se faisaient livrer tout d'un coup. Le problème, c'est qu'après le Covid ou après la phase critique du Covid, ces personnes âgées, c'est les premiers à se réjouir de venir en physique. Sortir. Exactement. Du coup, on a perdu un peu notre cible pour ce prototype et il aurait vraiment fallu développer une grosse infrastructure e-commerce, connecter les ERP de différents commerçants pour finalement livrer 5-10 colis. C'était pas forcément la meilleure solution parce qu'il faut savoir que chaque fois que tu rajoutes de la digitalisation chez des commerçants très traditionnels, ça complique leurs opérations. Il faut trouver le juste milieu. Bon, je vois de plus en plus de startups qui se lancent, qui essaient de résoudre ces challenges. Mais je leur souhaite bonne chance. J'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution parce que, à mon avis, il y a vraiment un avenir là-dedans. Les gens se sont quand même habitués à se faire livrer certains produits. Et puis maintenant, on va être livré. Je pense que les gens voudront pouvoir tout commander, même des produits comme les tiens. Après, c'est clair, comme tu as dit, faut faire des sacrifices. On ne peut pas non plus tout avoir. Nous, on peut offrir les frais de port parce que voilà, on a un volume qui nous le permet. Maintenant, le jour où Bon, puis de nouveau, on a des produits qui sont non périssables. On en a déjà parlé. J'essaie de me concentrer sur des business qui sont simples au niveau de la logistique, des produits qui sont non périssables ou que je peux garder dans mes locaux. Pas besoin d'avoir de frigo.
pas besoin d'avoir des moyens de transport spéciaux. Toi, tu te compliques la vie, mais tu m'as déjà livré une ou deux fois de la viande en Valais. Je suis impressionné par l'ingéniosité dont tu fais preuve. Encore une fois, entreprise familiale, mon job c'est de faire beaucoup avec peu. Et si je peux faire beaucoup avec rien, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc c'est un peu mon job. Ce qui était une très bonne fondation entrepreneuriale. Je suis très très content d'avoir pu faire tous ces exercices et que je continue à les faire. Parce que d'un point de vue boîte à outils, c'est magnifique. Après, ça me permet de redéployer dans d'autres projets. En parlant d'autres projets, je sais que tu es un des pionniers dans tout ce qui est Web 3, donc la nouvelle ou la prochaine vague du web basée sur la blockchain. Tu as été un pionnier par la tokenisation de ton capital à Audacia Holding. Et je me demandais, évidemment, hein, c'est encore en développement, ce n'est pas quelque chose qui est mature à l'heure actuelle, comment les industries très traditionnelles, artisanat de bouche ou peut-être agriculture, pourraient se préparer et se positionner pour ces prochains trends? C'est une très bonne question. Je pense que de toute façon, on va arriver, enfin, on utilise de plus en plus la blockchain, on s'en rend de moins en moins compte et ça, c'est tant mieux. Les développeurs font tout pour que ce soit vraiment user-friendly. Je vois pour tous les métiers de restauration ou ces métiers-là, il faut que ce soit le plus user-friendly possible. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur ne se rendra même pas compte qu'il est sur la blockchain. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, avec les smart contracts, on peut faire énormément de choses. Mais aujourd'hui, quand tu achètes, quand quelqu'un vend son bœuf, en réalité, il y a un contrat qui est fait. Donc, ça pourrait bien commencer là. Les gens qui sont beaucoup plus smart que moi écriront des contrats qui sont incroyables, qui te permettront peut-être de suivre de Marguerite le Wagyu jusqu'à mon burger ici pour être sûr que la viande n'a pas été altérée. Peut-être que même la chaîne du froid a été respectée. On peut tout faire, on peut linker énormément de choses. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions sur la partie technique. Des gens se creusent assez la tête. Par contre, faut réfléchir à qu'est-ce qui aujourd'hui améliorerait ta qualité de vie. Typiquement, je ne viens pas de ce métier-là, mais le traçage des produits, je pense que c'est quelque chose qui va clairement cartonner. On voit que les marques de luxe le font. Je veux dire, moi j'aimerais bien être sûr que le Wagyu que tu m'as donné, ils viennent d'Europe. Enfin, je t'ai même pas demandé de quel pays il venait. C'est du Wagyu suisse. C'est du Wagyu suisse. Waouh. C'est ça l'exclusivité. Ah, c'est trop beau. Je te prends 2 haches. Non, mais d'être sûr que c'est du Wagyu suisse, parce que là, je te crois, je te connais, je te fais confiance, mais je dis peut-être potentiellement, plus tard, à la place de suivre avec une étiquette qui est facilement falsifiable, on aura des smart contracts qui permettront de voir qui a touché la vache, du moment où elle est née jusqu'au moment où elle est arrivée dans ton assiette, avec voir si la chaîne du froid a été respectée, si l'animal a été bien traité ou autre. Donc, pour moi, c'est une des possibilités. Après, je pense qu'il y en aura des milliards. Tout le monde utilise Internet aujourd'hui. Je pense que tout le monde utilisera le Web 3 dans quelques années. Ouais, super pertinent. J'ai fait 2-3 recherches. Et puis, dans tout ce qui est supply chain, de l'alimentation, etc., la grande question, c'est pas tant l'infrastructure du tracking, parce que finalement, la blockchain, c'est quoi? C'est juste le layer, l'étage de stockage de la technological stack. Exactement. Donc, finalement, on ne change pas grand-chose, entre guillemets. Par contre, c'est tout ce qui est input. C'est-à-dire que si mon oncle, qui est paysan, il met des informations qui sont juste tout bien, si il se trompe, même involontairement, c'est quand même altéré d'un point de vue qualité de la donnée. Ça, c'est vrai. Après, on voit aujourd'hui dans tout ce qui est logistique, ils passent les colis dans des gros scanners. Je ne sais pas comment… c'est une bonne colle parce que dès que l'humain dès que l'humain est là, il y a des potentiels d'erreur et l'être humain est assez prône à l'erreur, surtout dès qu'on commence à faire de la quantité. C'est pour ça qu'on robotise et on automatise le plus ces process. J'ai de la peine à dire comment est-ce qu'on veut automatiser le process à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a vraiment le jour où tu as la solution ou si tu trouves quelque chose, envoie-le-moi. Je suis hyper curieux. On va voir comment ça se développe, mais ce qui est sûr, c'est que
la technologie est là. Maintenant, il faut être ingénieux dans l'application et puis il faut quand même essayer de créer de la valeur au final et pas juste tokeniser une bête Wagyu Pour tokeniser. pour tokeniser. Même si ce serait super intéressant de tokeniser peut-être à la naissance jusqu'à l'assiette et d'être copropriétaire de sa propre bête, ça En fait, peut être tu intéressant. financerais comme tu peux adopter un arbre ou des choses comme ça, bah, tu pourrais adopter une vache jusqu'à ton assiette. Mais bon, c'est un bon moyen de faire du crowdfunding. Je pense Exactement. que pourquoi pas. Et au prix du Wagyu, il y a peut-être quelque chose à faire. Bah, ça motiverait peut-être aussi les agriculteurs à investir enfin, dans la meilleure qualité de viande, d'être d'autres outils et puis mieux traiter les bêtes si le consommateur a son mot à dire. Ouais, exact. Le but, c'est toujours de faciliter finalement ce flux entre la production et la consommation. Exact. Donc, affaire à suivre. Aussi au niveau de la logistique, affaire à suivre. On sait qu'on discute de ces sujets assez régulièrement. On en reparle en 2050. On en reparle en 2050 si je ne suis pas mort de tout ce, tout ce gras. De tout ce grave, ouais, ça va. Toi, t'as encore de la marge. Par contre, moi, Eh non. je rentrerai en vallée en courant. Ouais, je voulais te remercier d'avoir pris le temps déjà Merci de à passer toi. sur Entrepreneur à table, de nous donner ton avis d'expert sur le burger. Tu nous as déjà dit qui tu voudrais voir la prochaine fois. Peut-être que tu as d'autres idées. Qu'est-ce que ce format t'a inspiré? Parce que je suis aussi en recherche de feedback, honnêtement. On est en phase de test. Bon, déjà, à mon avis, tu vas attirer tellement de monde avec rien qu'avec le burger. Non, je trouve que c'est top. L'ambiance est détendue. J'ai pas l'habitude d'être dans une boucherie après les heures de fermeture. Le fait de m'avoir fait faire le tour, de pouvoir te voir cuisiner, je trouve que ça détend l'atmosphère. Après, tes questions sont toujours pertinentes, que ce soit autour d'un burger ou dans ma salle podcast. Mais au choix, à refaire, on le refera ici. On trouvera d'autres occasions. Et puis, Trop beau. avant de clore tout ça, est-ce que tu peux nous dire où te trouver? J'ai vu que tu t'étais activé un petit peu ces derniers temps sur ta création de contenu personnel, aussi bien Exact. LinkedIn, un nouveau compte Insta. Alors, je ne sais pas quelle est la vision derrière, mais si les gens veulent te trouver, que ce soit dans le physique ou dans le digital, où faut te chercher? Bon, je suis un peu partout. Tu peux me trouver sur Instagram, sur LinkedIn, Alexandre Bonvin, très simple. Et aussi, j'ai un site internet maintenant avec alexbonvin.com qui te permet de voir un peu tous les articles, toutes ces choses-là, puis de pouvoir un peu suivre ce que je fais, vu qu'il n'y a pas que Audacia. Non, il n'y a pas que Audacia, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Et en termes de recherche, que ce soit d'opportunités ou de profil, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui est sur ton radar? Le marketing, le nerf de la guerre. Sans marketing, bah, tu ne vends pas. Et si tu ne vends pas, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Digital marketing, c'est quelque chose de quand même assez récent. Tu ne l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends en étant sur le terrain, en le faisant, en le refaisant, en faisant des erreurs, en te trompant. Et trouver des bons profils là-dedans, bah, on est toujours à la recherche. Donc, si vous voulez venir bosser en Valais ou même sur Vaud, on prend aussi des postes en remote, n'hésitez pas à aller sur audacia.co. On a pas mal de choses et même envoyer des petites candidatures spontanées. Magnifique, je sais que dans mon réseau, il y a pas mal de marketeurs. Ouais, envoie. Juste pour clore, peut-être ce qui est vraiment intéressant, je trouve, avec le marketing digital, parce que je le pratique aussi dans les industries traditionnelles, c'est qu'au final, je dois toujours expliquer, tester, c'est la seule vérité. Ouais. Et j'essaie toujours d'expliquer, vous comprenez, évidemment qu'on a plein de technologies, évidemment qu'on a plein de données, il y a plein de choses qui s'allument, il y a plein de numéros partout. Par contre, au final, il faut penser que c'est un comportement humain derrière, et personne ne se lève le matin en pensant ou en espérant pouvoir prédire un comportement humain. Par contre, dès qu'on met 100 francs de budget, on doit être le tout-puissant, l'omniscient, et on doit pouvoir prédire tous les comportements et toutes les phases de la conversion. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Ouais, alors nous, ce qu'on fait, c'est assez simple. On fait énormément d'A/B testing. Pour une campagne, on va peut-être créer 20 visuels différents qu'on va tester et voir lequel convertit le mieux. Nous, comme tu as dit, il y a un comportement humain. Pour avoir ces données, tu es obligé de tester. Donc, si tu fais un seul visuel, tu auras des données que sur un visuel. Si maintenant tu en fais 20, tu auras des données sur 20. Si tu en fais 500, tu auras des données sur 500. C'est simple, mais là, c'est un sacré job. Déjà, en faisant 2-3 visuels, 2-3 textes différents, tu as suffisamment de données. Si tu fais 5 textes et puis 5 visuels différents, ça te fait déjà 25
25 points de données, et puis tu regardes lequel convertit le mieux. Après, tu arrives quand même à sentir qu'il y a certains trucs qui fonctionnent mieux que d'autres, donc ça permet de t'aiguiller. Euh, Après, je pense qu'on doit. Enfin, moi, je viens pas d'un milieu marketing, je viens plutôt d'un milieu des chiffres. Donc les chiffres me parlent, et plus j'ai de données, mieux je me porte. Mais je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de faire des campagnes qui fonctionnent, c'est en utilisant les datas et en étant un peu moins subjectif. J'adore ton approche. En fait, tu as ton armée de marketeurs. Exact. Eux, ils produisent, ils s'exposent au monde finalement avec tout ce qu'ils produisent. Ça génère de la data. Et toi, tu es le financier derrière et tu réalloues en fonction de Exact. ce qui t'amène en fait. Donc, si vous voulez rejoindre son armée, vous savez où postuler. Exact, audacia.co ou vous me contactez sur LinkedIn. Merci à tous pour votre attention. On s'est régalé et on se réjouit de la prochaine édition d'Entrepreneurs à table. Bye bye. Allez, merci, ciao.